Au cœur du Pacifique, dans le sous-sol de l'île d'Okinawa, se trouvent les vestiges de l'une des structures défensives les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 100 km de tunnels, c'est un véritable labyrinthe. Ces fortifications ont été conçues par les Japonais pour transformer l'île en une zone redoutable. Piège après piège après piège, voilà ce à quoi les Américains sont confrontés. Des bunkers enfouis, des QG souterrains, des postes d'artillerie impénétrables et des soldats prêts à se battre jusqu'à la mort. C'est cette stratégie qui va obliger les Américains à lutter pour chaque centimètre carré de l'île. Voici l'histoire de la super forteresse japonaise dans la guerre du Pacifique. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler et de ses alliés japonais, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire de fanatiques. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. « 1er avril 1945, sur l'île d'Okinawa, dans le Pacifique. Hajime Kondo, 24 ans, s'est réfugié dans un réseau de tunnels souterrains. Tandis qu'en surface, les Alliés lancent une offensive de grande envergure. Ça va, ça tient bien. Leurs obus ne peuvent pas nous atteindre. Comme lui, plusieurs milliers de soldats japonais se cachent pour mieux surprendre les Américains. Attention, ils sont là. Les chars sont arrivés les premiers, suivis des compagnies d'infanterie. Kondo a reçu l'ordre de ne pas tirer jusqu'à ce que l'ennemi soit juste en face de lui. L'avenir du Japon va se décider ici. Les traces de ce gigantesque labyrinthe souterrain sont encore visibles de nos jours sous la surface d'Okinawa. L'archéologue Tony Pollard explore l'escarpement de Maeda que les Américains surnommeront la crête de la scie à métaux. Je me trouve à l'entrée d'un tunnel japonais. Il s'enfonce sous terre un peu plus loin. Mais je vois déjà le travail réalisé avec cette ouverture quasi rectangulaire. Pour les Japonais, cette île doit devenir un barrage défensif. Ils comptent sur l'île pour vaincre. L'histoire de la défense d'Okinawa débute en 1942. Les forces impériales japonaises ont fondu sur le Pacifique et conquis une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Puis, elles ont été repoussées par les troupes américaines. En juin 1944, après une série de batailles de plus en plus violentes, les Japonais savent qu'ils doivent réaliser un baroud d'honneur pour empêcher leur pays d'être à son tour envahi. Dans le quartier général impérial de Tokyo,
une réunion de crise est organisée. Parmi les participants se trouve le chef des opérations de la 32e armée, le colonel Hiromichi Yahara. Nous avons déployé trop peu de forces terrestres et nous l'avons fait trop tard. En conséquence de cela, nous avons perdu toutes les îles, l'une après l'autre. Nous devons maintenant deviner la prochaine cible de l'ennemi et la défendre jusqu'au bout. Yahara est intéressant. Contrairement à bon nombre d'officiers d'état-major japonais, il a voyagé, notamment aux États-Unis, où il a été stagiaire dans une école militaire. Il est réaliste. Rares sont ceux qui ont une vision pragmatique du conflit, mais Yahara en fait partie. La garnison de Yahara est stationnée à Okinawa, à 560 km de la plus au sud des 4 îles principales. L'officier pense que les Américains envisagent d'utiliser l'île comme base d'opération en vue d'envahir le Japon. C'est quitte ou double. C'est là qu'ils doivent stopper les Alliés. Des renforts sont rapidement envoyés pour soutenir les troupes de Yahara, qui reçoit des ordres clairs sur la stratégie à adopter pour défendre Okinawa. Au début, les Japonais voulaient laisser les Américains s'approcher, puis envoyer d'énormes flottilles aériennes afin de détruire la flotte ennemie en pleine mer, avant même qu'elle ne débarque. Pour que ce plan fonctionne, Okinawa doit devenir une gigantesque base aérienne. Les Japonais entament alors la construction de 6 terrains d'aviation sur l'île. Tony Pollard a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'explorer l'un d'entre eux. Kadena est aujourd'hui une base aérienne américaine, mais ses origines japonaises sont encore bien visibles. Cette structure est très intéressante. Ici, les Japonais ont d'abord créé un monticule de terre qu'ils ont recouvert de béton. Et quand le béton a été sec, ils ont enlevé la terre. Un peu comme un moule à gâteau renversé. Ces structures sont des hangars d'aviation creusés à flanc de colline et protégés des avions de reconnaissance américains par la jungle. Pour mener à bien ce projet colossal, malgré le manque de matériel, l'armée nippone a enrôlé 25 000 habitants d'Okinawa. Pour superviser la défense de l'île, Yahara doit composer avec son supérieur immédiat, le chef d'état-major Isamu Cho. Les deux hommes sont radicalement différents. Je vais vous enseigner les tactiques qui nous garantiront la victoire. Cho est à l'opposé de Yahara. Il est ultra-nationaliste. C'est un passionné, imprégné de l'état d'esprit des samouraïs. L'image du commandant japonais brandissant une épée, c'est lui. Les deux officiers s'opposent souvent sur des questions de stratégie. Mais ils sont d'accord au moins sur une chose. Notre commandement ne devrait pas nous obliger à construire ces terrains d'aviation. Ce ne sont pas les avions qui nous sauveront. Je ne suis même pas sûr qu'on aura assez d'avions pour défendre les terrains d'aviation. C'est un cadeau aux Américains. Conscients de leur infériorité face à la force de frappe aérienne alliée, ils pensent que les terrains d'aviation ne suffiront pas. Cho et Yahara ont compris qu'ils allaient bientôt se trouver en première ligne et qu'il fallait protéger Okinawa contre l'invasion américaine. Autrement dit, construire un système de défense.
Yahara et Cho décident de fortifier l'île en commençant par le littoral. Les Japonais s'attendaient à un débarquement américain ici, sur les côtes situées à l'ouest, ou plus au sud. Ils ont donc préparé le terrain afin de détruire l'ennemi sur les plages. Là-bas, sous ce surplomb rocheux, se trouve d'ailleurs une casemate fortifiée en béton. Les Alliés l'auraient découvert trop tard. La construction d'une série de défenses commence sur quasiment tout le pourtour de l'île. Leur objectif, empêcher les Américains de débarquer. Mais très vite, les supérieurs de Yahara l'obligent à changer de plan. Pour battre les Américains, il lui faudra mener un tout autre combat. Août 1944. Sur Okinawa, des fortifications destinées à défendre les champs et les côtes de l'île sont en cours de construction. Les renforts continuent d'affluer en masse. Parmi eux, Hajime Kondo, 24 ans. Regarde cet endroit. C'est le paradis. Mais ce paradis sera de courte durée. La guerre tourne de plus en plus en défaveur des Japonais. Ils viennent de subir une lourde défaite dans les îles Mariannes et les troupes américaines se rapprochent. Okinawa sera bientôt dans leur ligne de mire. En novembre 1944, les nouvelles instructions envoyées par l'état-major impérial mettent un terme au plan de Yahara. Le quartier général nous ordonne de redéployer notre meilleure division aux Philippines. La 9e division? Mais c'est elle qui doit défendre nos plages, n'est-ce pas? Oui. 25 000 hommes, les meilleurs. Comment veulent-ils qu'on défende l'île sans eux? La 9e division est la mieux entraînée de toute la 32e armée. C'est un sacré coup dur. Face aux troupes américaines, Cho et Yahara savent qu'ils sont en infériorité numérique. Pire encore, les avions qu'on leur avait promis pour défendre l'île ne sont toujours pas arrivés. Yahara doit changer de tactique. Pour espérer battre l'ennemi, il compte maintenant l'entraîner dans une terrible guerre d'usure. À l'autre bout du monde, un événement semble aller dans ce sens. L'Allemagne, alliée du Japon, avait érigé un énorme mur de défense pour empêcher les troupes ennemies d'envahir l'Europe continentale. Cette extraordinaire ligne de bunkers en béton et de batteries de tir s'étendait sur près de 5000 km, de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole. Mais le jour du débarquement, elle a cédé en quelques heures. Yahara envisage donc une approche différente. Son plan audacieux consiste à abandonner certains terrains d'aviation et la plupart des défenses côtières. Il ne s'opposera pas au débarquement des Américains et les laissera pénétrer au cœur de l'île, où il leur tendra alors un piège mortel. Le but, c'est de retarder au maximum les Américains pour offrir la meilleure chance de salut aux îles principales du Japon. Ils doivent tenir et ne pas céder le moindre centimètre. En décembre 1944, les forces nippones n'ont pas pu empêcher l'adversaire de reconquérir les Philippines. Yahara doit agir vite. Son plan, envoyer toute son armée, soit plus de 100 000 hommes, sous terre. Cette roche était parfaitement adaptée. C'est du calcaire corallien.
à la fois solide et poreux. Et ces petites poches d'air permettent d'amortir les chocs. Face au bombardement, c'est aussi bien, sinon mieux, que le béton. Cette roche résout l'un des principaux problèmes de Yahara. L'île connaît une pénurie de béton et d'acier. L'officier ordonne donc à toutes les unités de créer leur propre réseau de tunnels. Les soldats, comme Kondo, sont contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de l'île. Nous étions tous déterminés à résister, car en défendant Okinawa, nous défendions le Japon. Tout a été fait à la main. Quel travail! Non seulement ils n'avaient pas de machine pour creuser, mais en plus, ils savaient pertinemment à quoi étaient destinées ces galeries. Et ce n'était pas réjouissant. Malgré les difficultés, les Japonais parviennent à construire un réseau souterrain très perfectionné, avec des postes de tir à l'avant, des passages sur les côtés et des sorties à l'arrière, sans oublier des zones de stockage et d'habitation. Ça s'élargit par ici. Regardez, il y a quelque chose. Waouh! Dans ce recoin, il y a des casiers pour le transport d'obus. Vu leur taille, il devait s'agir de munitions anti-chars. Elles ont certainement été stockées ici en attendant d'être transférées ailleurs, au niveau des positions de tir. Parce que, oui, regardez là-bas, il y a un autre passage. C'est un vrai réseau de tunnels. Yahara baptise son plan tactique d'endormissement. Ces hommes vont s'embusquer en attendant que l'ennemi vienne à eux. Il ne s'agit pas juste de creuser une cachette, mais d'amener le combat sous terre. C'est cette stratégie qui va obliger les Américains à lutter pour chaque centimètre carré de l'île. Décembre 1944. Alors que les troupes américaines se rapprochent un peu plus chaque jour, plusieurs kilomètres de fortifications souterraines ont été construits dans les profondeurs d'Okinawa. Le colonel Yahara pense que les Américains débarqueront sur les plages du Nord. Pour protéger l'île, il fait construire une série de lignes défensives parallèles, chacune capable de couvrir les crêtes voisines, et avec pour dernier rempart la ligne Shuri, qui s'étend d'une côte à l'autre sur 13 km. C'est sur ces hauteurs, dans le château de Shuri, que Yahara et Cho commanderont leur armée. Sous cette forteresse du XIVe siècle, reconstruite après avoir été détruite pendant la guerre, se trouvent les vestiges du centre de commandement nippon. Ces tunnels ont été percés dans la roche, sous le château de Shuri. Mais on distingue aussi d'énormes remparts en béton. Malheureusement, je ne peux pas y entrer, car l'accès est quasiment partout interdit. Mais c'est de là qu'était organisée la défense de la ligne Shuri. Ces tunnels qui s'étendent sur près de 400 mètres mènent à des salles de cryptologie, des salles de conférence, ainsi qu'au quartier des officiers. Au point le plus bas, à 50 mètres sous terre, les Japonais estiment être à l'abri des bombardements. Mais organiser la résistance de cet endroit présente un nouveau défi.
Les Japonais savent que la victoire dépend de leur faculté à coordonner à distance les unités avancées, elles-mêmes embusquées dans plusieurs kilomètres de tunnels. La communication sera cruciale. Derrière les lignes de front, Tony Pollard a découvert d'autres grottes, destinées à protéger ce réseau de tunnels par la puissance de feu. Cet endroit est bien plus abouti qu'il n'en a l'air. Il a nécessité beaucoup de travail. On voit une ouverture qui mène à une annexe et une rampe qui conduit à un point de lumière là-haut. Dans cette salle, vers cette ouverture, il devait y avoir un canon. Mais ce canon était orienté vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Les soldats le sortaient de sa cachette orientaient le canon vers le haut et ils tiraient. C'était donc des tirs indirects de l'autre côté de la colline. Ces grottes d'artillerie ont une fonction bien particulière. Après avoir anticipé la progression des troupes ennemies, les Japonais sortaient le canon de la grotte et le positionnaient sur le versant opposé aux Américains, afin de bénéficier de la protection de la crête. Dès qu'ils recevaient les coordonnées adverses, notamment par des guetteurs postés sur l'autre versant, les artilleurs tiraient plusieurs obus, puis rentraient de nouveau le canon dans la grotte. Grâce à cette technique, les Japonais ont réussi à cacher et à préserver leurs armements lourds. Ailleurs, dans le réseau souterrain, d'autres pièces d'artillerie plus petites étaient employées directement sur les soldats américains. En voyant le panorama tout là-haut, on comprendra mieux la fonction de cet endroit. Cette ouverture offre un excellent point de vue sur les plaines en contrebas. Il y a notamment un pont que je vois parfaitement. Ce trou a donc été creusé ici afin de pouvoir surveiller la route et le pont. Et d'après son diamètre réduit, je pense qu'ils utilisaient ici des batteries anti-chars pour détruire les unités mobiles ennemies. On voit bien le mal qu'ils se sont donné. Ça, ce n'est pas de la roche naturelle. Ils ont été obligés de renforcer l'entrée de cette grotte avec du béton pour limiter les chocs provoqués par leurs armes et éviter les chutes de pierre. Sur les côtés, on voit l'empreinte dans le béton de là où venaient sans doute s'encastrer des poutres de renfort en bois. Pour ceux qui se trouvaient ici, quiconque passait sur cette route devenait une cible facile. À la fin du mois de mars 1945, le piège de Yahara est en place. 100 km de tunnels, de bunkers et de fortifications sont opérationnels. Et il était temps. Au large, près de 1500 vaisseaux alliés fondent sur Okinawa. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. « 1er avril 1945, 5h30 du matin. Hajime Kondo et 100 000 autres soldats japonais se réfugient sous terre au moment où les forces alliées lancent une première offensive sur Okinawa. En mer, la flotte alliée la plus importante de l'histoire de la marine vient d'entamer l'opération Iceberg. Pendant 3 heures, Okinawa va être bombardée par plus de 100 000 obus et fusées.
4000 tonnes d'obus ont été larguées sur cette plage. C'est le plus grand bombardement en vue d'un assaut amphibie de toute l'histoire. Ça va, ça tient bien. Leurs obus ne peuvent pas nous atteindre. Lors de ce bombardement, l'île est littéralement pilonnée. Mais les Japonais sont planqués sous terre. C'est désagréable, le sol tremble et les dégâts à la surface sont importants. Mais en termes de pertes militaires, on peut dire que ce bombardement n'a aucun effet. Depuis la ligne Shuri, protégée par les crêtes fortifiées, Isamucho, récemment promu lieutenant général, assiste au débarquement des Alliés aux côtés de son supérieur. C'est difficile de les voir arriver si facilement. Mais ne vous inquiétez pas, ils sauront bientôt que nous sommes là. C'est l'une des plus vastes opérations amphibies de toute la guerre. Le jour J, en Normandie, 6 divisions ont débarqué. À Okinawa, il y en avait 7. C'est donc une de plus qu'en Normandie. Les Américains s'attendaient à une opposition particulièrement farouche. Ils débarquent sur les plages et rien. Imaginez l'état de tension dans lequel ils se trouvaient. Puis ils commencent à reprendre confiance. Devant l'absence de résistance, ils pénètrent dans les terres. À la fin de la journée, ils ont parcouru 5 km. Plus tard, ils s'emparent facilement des terrains d'aviation et là, tout le monde se dit « ça va être une partie de plaisir ». Pendant plusieurs jours, les Japonais laissent les Américains progresser vers le nord, où ils ne rencontrent qu'une résistance sporadique. Mais lorsque les forces d'invasion mettent le cap au sud, vers la ligne Shuri, tout change. Le 8 avril, une semaine après le débarquement, les troupes alliées approchent de la première grande ligne de défense de Yahara, la crête Kakazu. C'est là que se trouve aujourd'hui l'historien Mark Waycaster. On voit ici l'un des nombreux postes fortifiés de la crête Kakazu. C'était une paroi en béton, recouverte de terre, impossible à distinguer dans cet environnement. On voit les meurtrières, il y en a une ici et une autre là. Les Japonais avaient ainsi un point de vue idéal sur la vallée devant eux. La crête Kakazu est parsemée de postes embusqués, soutenus par tout un réseau de tunnels. Leur position élevée donne aux Japonais un avantage certain sur les troupes ennemies en approche. De plus, ils ont été placés de façon à croiser le feu et faire ainsi un maximum de dégâts. Les Américains étaient forcés d'emprunter certains chemins. Cette ligne de crête s'est alors transformée en bain de sang. Attention, ils sont là. Dans ce bunker, Kondo repère les Américains. Les chars sont arrivés les premiers, suivis des compagnies d'infanterie. On aurait dit qu'ils venaient faire un pique-nique. Alors que les Américains approchent, les soldats japonais ont pour ordre de ne tirer qu'au tout dernier moment. Ils doivent voir le blanc des yeux de l'ennemi avant d'ouvrir le feu. Il devait être très tendu. Il voit l'ennemi avancer, il est à portée de tir. Mais ils doivent attendre. Et attendre encore.
La première ligne de défense japonaise s'avère efficace. Les soldats bloquent la progression ennemie et font de nombreuses victimes. Mais pour Kondo et ses compagnons d'armes, c'est une expérience terrifiante. Voir les Américains approcher de ce bunker devait être particulièrement angoissant. On peut voir les chocs qu'a subi la structure. Il y a des fers qui ressortent ici. L'ouverture d'origine devait être comme ça. Un grand nombre de balles ont été tirées d'ici pour freiner l'avancée des Américains. Et quand ces derniers ont commencé à répliquer, ça a dû être terrifiant pour ces hommes. Pendant le combat, Kondo est touché à l'épaule. En passant par les galeries souterraines, il est transféré jusqu'à un hôpital de campagne, loin derrière les lignes. Le 24 avril, après 3 semaines de combats intenses, les Américains prennent la ligne Kakazu. Mais ils découvrent des tunnels vides. Leurs ennemis se sont échappés. La bataille ne fait pourtant que commencer. La crête Kakazu est la première d'une série de lignes de défense que les Alliés devront conquérir afin d'atteindre la ligne Shuri. D'abord, ils doivent s'attaquer à l'escarpement de Maeda. Depuis cette crête, on voit que les Japonais étaient en position de force. En regardant vers le nord, ils avaient vu sur la première ligne de défense, jusqu'à Kakazu. D'ici, ils pouvaient donc faire feu sur les Américains qui venaient de conquérir cette ligne. J'aurais pas aimé être à la place des premiers soldats alliés qui ont franchi la crête. Et si on se retourne, on voit cette perspective étonnante. Sur chaque zone surélevée, la surface est truffée de cavités et de tunnels. Là-bas, une colline a été ouverte pour des travaux de construction et on voit toute une myriade de trous qui donnaient accès à des tunnels. C'est assez incroyable. Quand on se retrouve face à un ennemi caché sous terre et qui dispose d'une centaine de kilomètres de tunnels, il n'y a qu'une seule chose à faire. Avancer mètre par mètre et éliminer tous les soldats japonais un par un. Ce qui donne lieu à des combats atroces, d'une violence extrême. Les Japonais sont bien décidés à défendre Okinawa, tunnel après tunnel. Le 26 avril 1945, 4 semaines après l'invasion de l'île, les troupes japonaises stoppent de nouveau la progression américaine sur l'escarpement de Maeda. Tony Pollard explore le labyrinthe de tunnels qui a été creusé sous la crête. Oh, regardez. Ça, c'est tout ce qu'il reste de l'arme d'un Japonais. C'est la bouche d'un fusil. Sur la crête de Maeda, les tunnels s'avèrent encore plus redoutables. À maintes reprises, les Japonais lancent des attaques surprises qui annihilent chaque tentative d'assaut américaine. Ces derniers décident alors d'utiliser une arme surpuissante. À l'entrée de l'un de ces tunnels, on distingue encore les traces de combat. La roche a été noircie par un liquide enflammé.
C'est la conséquence d'une attaque au lance-flammes. Les Américains disposent de 2 variantes. Des petits lance-flammes portatifs et des chars lance-flammes, pouvant envoyer du napalm à une portée de 100 mètres. Mais les Japonais connaissaient cette arme et avaient creusé leur tunnel en fonction. L'une des seules défenses contre cette arme, c'est l'angle droit. Parce que les flammes peuvent aller tout droit dans un tunnel, mais elles ne peuvent pas tourner. On voit ici un bon exemple. Ils ont fait un angle droit, malgré la dureté de cette roche. Si un soldat américain se trouvait ici avec un lance-flamme, j'aurais juste à tourner ce coin pour m'éloigner du liquide enflammé et survivre. Ce système est moins efficace face aux chars lance-flammes. Mais il leur laisse une chance de se battre. Sur la crête de Maeda, le réseau de tunnels permet aux Japonais de tenir tête à une force bien supérieure en nombre pendant 10 jours. Mais une autre raison explique cette résistance. Les soldats locaux ont adopté le code d'honneur des samouraïs traditionnels et sont prêts à lutter jusqu'à la mort. Ça devient l'élément principal de la discipline militaire japonaise. Et c'est terriblement efficace. On a également dit et répété aux soldats japonais que les Américains sont des monstres, qui tortureront à mort les Japonais s'ils les capturent vivants. Mais Hajime Kondo, qui s'est remis de ses blessures et défend maintenant la ligne Shuri, comprend que l'ennemi n'est pas si différent. J'ai vu plusieurs hommes mourir pendant la guerre. Le dernier mot prononcé par les soldats japonais était généralement « maman ». Mais quand on touchait des soldats américains, on les entendait crier le même mot. On s'est demandé pourquoi ils disaient la même chose que nous avant de mourir. À la mi-mai 1945, après 7 semaines de combats féroces, la ligne Shuri commence à s'effriter. Cachés dans leur quartier général souterrain, Yahara et Cho savent que la fin est proche. Les Japonais vont tenter un dernier coup de poker. « 27 mai 1945. Yahara comprend que les Américains sont sur le point de percer son ultime ligne de défense. Il ordonne à l'armée d'abandonner le QG et de se replier dans le sud de l'île, afin de faire durer au maximum les combats. Mais dans la nuit du 21 juin 1945, les officiers japonais sont acculés dans une grotte à 400 mètres seulement des troupes américaines. Prenant conscience que la bataille est perdue, Cho ordonne à Yahara de fuir. Lui-même décide de rester sur l'île. Vous rapporterez aux générations futures la façon dont j'ai choisi de mourir. Avant le lever du jour, Cho et son commandant se suicident par le rituel du seppuku. Les 2 hommes s'ouvrent le ventre et sont ensuite décapités. Devant la débandade japonaise,
Les troupes américaines tentent de faire sortir de leurs grottes les soldats et les civils terrorisés. Ils n'y parviennent pas toujours. Bon nombre de Japonais choisissent le suicide. Alors que d'autres, comme Kondo et ceux qui restent de son bataillon, décident de lancer une ultime attaque kamikaze. C'était suicidaire. Mais je pensais que la mort serait un soulagement. Kondo est fait prisonnier. Alors qu'il s'attend à être abattu, le soldat américain lui donne à boire. Il sera l'un des rares survivants. La dure réalité de la bataille d'Okinawa, c'est que presque tous les soldats japonais qui y ont participé sont morts. Pendant cette bataille, plus de 12 000 Américains ont été tués. De même que 77 000 soldats japonais. Plus de 100 000 civils japonais ont également perdu la vie. Quand on voit toutes ces inscriptions sur le marbre, on comprend mieux l'horreur de cet affrontement. Cette guerre n'a répondu à aucune règle. L'idée était l'annihilation pure et simple de l'ennemi. Et franchement, les mots ne sont pas assez forts. Le vaste réseau de fortifications souterraines d'Okinawa et la détermination des Japonais à se battre jusqu'à la mort poussent les Américains à abattre leur dernière carte. Ils décident d'utiliser une arme d'un pouvoir destructeur sans pareil. Après les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule le 15 août 1945. La guerre est terminée. Le colonel Yahara est retrouvé parmi les civils et arrêté. Libéré quelque temps plus tard, il sera longtemps considéré par ses concitoyens comme ayant déshonoré la patrie, en se laissant capturer vivant. Hajime Kondo a pu retourner chez lui. Il passera toute sa vie à raconter son expérience et les horreurs de la guerre. Les tunnels de Yahara ont été formidablement efficaces. Grâce à eux, les troupes japonaises ont résisté pendant 10 semaines à des forces nettement supérieures en nombre. Mais au final, la puissante machine de guerre américaine a eu le dernier mot. Reste un triste constat. Cette bataille d'une rare violence aura fait plus de victimes que les 2 bombes atomiques réunies.